Avant de commencer, on voudrait donner quelques petites précisions. Dans cet épisode et dans les suivants, nous allons parler de l'épidémie actuelle de la Covid-19. Pour rappel, on distingue le SRAS-CoV-2, qui est le nom du virus, et la Covid-19, la maladie qu'il provoque. Tous les éléments que nous citons sont conformes au consensus scientifique à la date de l'enregistrement, soit le 22 mai 2020. Mais on tient à rester prudente parce que la recherche sur le SRAS-CoV-2 ne cesse d'avancer et les connaissances scientifiques sur le virus changent très rapidement. Il est donc tout à fait possible que les données aient évolué si vous écoutez ce balado plus tard. Nous vous invitons à consulter les liens en description pour des informations à jour sur l'épidémie et sur le virus. Toute l'équipe de Science Infuse vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, soyez prudents et en attendant, bonne écoute! Que peut nous apprendre la COVID-19 sur les liens entre la santé humaine et la santé animale? Ce phénomène est-il nouveau? Comment les chercheurs tentent-ils d'anticiper ce type de menace? C'est ce que nous essaierons de comprendre dans cet épisode spécial en 3 parties intitulé Leçons d'une pandémie. Aujourd'hui, première partie, retour aux sources. Installez-vous confortablement, laissez infuser votre curiosité. Le Gréseau vous présente Science Infuse. Bonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour Léa. Bon, c'est quand même une période particulière en ce moment. À l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait maintenant 6 mois qu'un nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2, a été détecté en Chine, et ça fait un peu plus de 3 mois que la Covid-19 est devenue une pandémie mondiale. On est face à un cas particulier et très représentatif de maladie émergente. Pour les auditeurs à la maison, une maladie émergente est une maladie infectieuse nouvelle qu'on ne connaissait pas encore. En général, ces maladies émergentes, elles apparaissent parce que le virus, la bactérie ou le parasite qui en est la cause a évolué. Il est passé d'une espèce à une autre, ou alors il est devenu brutalement plus pathogène, plus dangereux. Dans le cas du SRAS-CoV-2, on connaissait bien certains de ses cousins, comme le SARS de 2002 ou le MERS en Moyen-Orient. Mais ici, c'est bien d'un nouveau virus dont il s'agit, comme nous l'explique le docteur Carl Gagnon, virologue à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Carl Gagnon, vétérinaire de formation au départ. Par la suite, évidemment, j'ai fait un PhD en virologie, mais à la faculté, je suis aussi responsable de différents laboratoires de diagnostic, donc de séquençage au débit, de microscopie électronique, de laboratoire de diagnostic moléculaire et aussi de virologie classique. Il est très proche, en fait, du SRAS, qui est un virus qui avait causé beaucoup d'émoi avec un taux de mortalité quand même relativement élevé, mais une contagion beaucoup plus faible. Donc, ce qui le démarque, c'est vraiment la contagion au départ. Évidemment, une mortalité, c'est toujours désolant, mais le taux de mortalité, globalement, est relativement faible. Donc, on fait bien face à une maladie émergente. La grande question maintenant, c'est d'où vient ce nouveau virus? Alors, malheureusement, autant le dévoiler tout de suite, on n'a pas encore de réponse certaine à cette question. Mais les chercheurs mènent l'enquête et ils ont pas mal de pistes intéressantes. De mon côté, j'ai surtout entendu parler de 2 pistes bien différentes, soit celle d'une origine animale ou celle d'un virus créé en laboratoire. Mais pour commencer, on a de bonnes raisons de penser que le virus est issu de mutations naturelles et qu'il n'a pas été justement créé en laboratoire. D'abord parce que sa façon de se fixer aux cellules humaines, elle ressemble pas à ce qu'on connaissait auparavant. Elle ressemble pas non plus à ce que les scientifiques prédisaient d'après les précédentes épidémies de coronavirus. Mais on pourrait penser que c'est parce qu'il a été manipulé, non? Mais on pourrait, sauf que manipuler un virus, ça laisse des traces en fait. Un petit peu comme quand on fait un montage photo. Et les chercheurs, ils sont capables de détecter ces traces. Pour le SRAS-CoV-2, pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça. D'accord, et pour les autres pistes, est-ce qu'on pourrait penser à une origine animale? L'origine zoonotique, c'est une des hypothèses en effet. Pour le savoir, il faut qu'on examine tous les indices. Le premier indice, c'est le contexte dans lequel est apparu le SRAS-CoV-2. Il est facile d'émettre l'hypothèse que ça serait zoonotique parce qu'en fait, malheureusement, pour la Chine, il y a une diversité animale énorme. Il y a aussi l'impact socio-culturel, donc comment les populations chinoises
ont des interactions avec les animaux sauvages et tout ça favorise en sorte un mélange de diversité, autant d'espèces que de micro-organismes. Le contact des trois fait en sorte que ça favorise en fait l'émergence de micro-organismes ou de pathogènes ou de maladies zoonotiques qu'on ne connaissait pas. C'est un contexte similaire à celui de l'émergence du SRAS en 2002, non? Oui, mais ça suffit pas, il nous faut plus d'indices. Si le virus est d'origine animale, il doit exister des coronavirus qui lui ressemblent dans la faune. Pour les retrouver, les chercheurs disposent d'un outil très précieux, c'est les analyses génétiques. En fait, chaque virus possède sa propre carte d'identité qui est enregistrée dans son génome, et le séquençage de ce génome permet de lire la carte d'identité en quelque sorte. Donc en théorie, si on séquence le génome du SRAS-CoV-2 et qu'on arrive à le comparer à celui d'autres coronavirus, on pourrait voir lesquels se ressemblent le plus. Donc, c'est un peu comme les identifications de suspects dans les séries policières. On aligne les génomes des suspects et on cherche ceux qui se ressemblent le plus, c'est ça? Oui, c'est ça en quelque sorte. Mais en réalité, c'est pas aussi simple, comme le raconte le docteur Gagnon. On a tendance à penser que si on a la séquence du virus, donc il y aurait comme des gènes du virus qui nous dit automatiquement ça vient de quel animal, mais c'est pas comme ça que la virologie fonctionne. En fait, il faut avoir des données des autres espèces animales et les données aussi des autres virus qu'on retrouve chez ces espèces-là pour en arriver à une certaine conclusion ou je dirais, difficilement origine, mais à tout le moins un lien évolutif. C'est logique, parce que pour trouver un coupable, il faut d'abord avoir une liste de suspects et avoir leur identité. Mais justement, à propos de suspects, j'avais pu comprendre qu'on avait des bons indices pour la chauve-souris et le pangolin, non? Mais ils font partie de la liste en effet. On parle d'une chauve-souris en particulier qui s'appelle le rhinolophe intermédiaire, et le pangolin, c'est le pangolin malais. Et selon certaines hypothèses, le rhinolophe aurait pu jouer le rôle de réservoir pour le virus. Pour les auditeurs à la maison, une espèce réservoir, c'est une espèce qui héberge presque en permanence le pathogène sans nécessairement le rendre malade. Mais si on retourne au pangolin, est-ce qu'il pourrait être un autre intermédiaire? Et c'est une possibilité. Ça voudrait dire que l'ancêtre du SRAS-CoV-2, qui était chez la chauve-souris, chez le rhinolophe, il serait passé du rhinolophe au pangolin, puis à l'humain. Un des arguments avancés, pour étayer cette hypothèse, c'est que chez le pangolin malais, on a retrouvé un coronavirus dont le génome est semblable à 90% à celui du SRAS-CoV-2. Et chez le rhinolophe, les similarités montent à 96%. Mais ça paraît énorme. Oui, mais en réalité, ces virus sont encore très différents. Rappelez-vous que nous, les humains, par exemple, on a plus de 98% de nos gènes en commun avec le chimpanzé, et pourtant on est quand même des animaux très différents. Donc si je comprends bien, on ne peut pas conclure uniquement sur cette ressemblance. Non, en fait, elle permet pas d'identifier à coup sûr l'espèce qui hébergeait le virus à l'origine du SRAS-CoV-2 qu'on connaît maintenant chez l'humain. En plus, il est tout à fait possible que les ancêtres de notre virus, du SRAS-CoV-2, soient passés par plusieurs espèces animales avant d'arriver jusqu'à l'humain. Comme l'explique le docteur Gagnon, on manque encore de données pour conclure. On n'a pas de données claires à l'heure actuelle chez les animaux d'où le virus proviendrait. Génétiquement, il est très proche du SRAS, donc ça pourrait être un cousin du SRAS, mais l'origine animale n'est pas du tout claire. Il y a eu des hypothèses au tout début qu'on suggérait que ça pourrait venir du pangolin qui aurait été infecté par une chauve-souris, mais en fait, on n'a jamais démontré un lien clair avec ces espèces-là, donc c'est pas si évident en fait d'où le virus provient. Donc, si je résume, pour l'instant, plusieurs indices pourraient laisser penser que le SRAS-CoV-2 est d'origine zoonotique, c'est-à-dire qu'il viendrait d'une autre espèce animale, mais on n'est pas encore sûr, c'est ça? C'est exactement ça. Et on sera peut-être jamais certain de son origine. D'accord, mais supposons qu'elle soit zoonotique. Comment un virus ou un pathogène peut passer de l'animal à l'humain? Et ça se fait en plusieurs étapes, comme nous l'explique le docteur Gagnon. Il faut au départ qu'il y ait un contact entre l'espèce animale et l'humain. Et le contact peut être direct ou indirect. Suite au contact, il faut que le virus soit capable d'entrer dans l'humain. Peu importe la voie d'entrée, que c'est souvent finalement de façon orale. Ça peut être aussi par les voies respiratoires ou encore par soit piqûre d'insectes ou aussi par des blessures. Ensuite, il faut que le virus soit capable d'infecter une cellule. Et c'est pour ça aussi qu'on va beaucoup entendre parler des récepteurs. Donc, est-ce que le virus va reconnaître le récepteur approprié pour entrer dans la cellule et puis infecter la cellule? La présence du récepteur ne signifie pas qu'il va y avoir automatiquement zoonose,
mais c'est un facteur extrêmement important pour réaliser le phénomène de zoonose. Suite à la présence du récepteur, il y a entrée du virus. Et là, il y a une kyrielle de phénomènes, de mécanismes qui font en sorte que ça pourrait être important pour avoir la réplication du virus ou non. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. OK. Bon. Admettons que le virus est parvenu jusqu'à cette étape. On est entré en contact avec le virus, il est entré dans nos cellules et il s'est multiplié. C'est pas parce que le virus a réussi à sauter à l'humain qu'il va forcément qu'il y ait une éclosion, non. Parce que si on prend par exemple dans le cas de la grippe H1N1, il y avait eu des cas, mais c'était resté très limité. Oui, en effet. Pour que ça devienne une éclosion, il reste une étape essentielle. Le dernier au bout de la ligne complètement, c'est ensuite tout le volet transmission. Pour que le virus puisse subsister, comme dans le cas du COVID, suite à la première transmission, ou disons la transmission d'animal à humain, est-ce que le virus, par la suite, est capable de se transmettre, donc d'être excrété par le porteur, et ensuite, il peut y avoir transmission subséquente. Donc, si on résume, il y a quand même beaucoup d'étapes à accomplir pour qu'un pathogène, en particulier un virus, parvienne à passer d'une autre espèce animale à l'humain. Toutes ces étapes permettent en effet de freiner l'émergence de maladies zoonotiques, mais pourtant, on sait aussi qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Comment on peut expliquer ça? Ça, c'est une vaste question. En réalité, il y a énormément de facteurs qui interviennent dans l'émergence des zoonoses. Il y a des facteurs qui sont intrinsèques aux pathogènes. Par exemple, les coronavirus. Tous les coronavirus, ce sont des virus à ARN. Donc, c'est un génome qui est plus instable que l'ADN et ça les rend plus sujets aux mutations. Ils évoluent donc plus vite et ils ont plus de chances, par exemple, d'acquérir les bonnes protéines pour se fixer aux récepteurs de nos cellules chez l'humain. Mais ça n'explique pas cette émergence croissante. En tout cas, ça ne l'explique pas entièrement, parce que ces coronavirus, ils ont toujours eu des ARN. Ça n'a pas changé. Le professeur Annie Seslin nous en dit un peu plus. Je suis Cécile Annie Seslin, professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il faut comprendre le contexte d'émergence. On parle d'un marché, on parle d'autres intermédiaires. Donc, c'est un système complexe. Il y a énormément de facteurs qui sont en interaction. C'est extrêmement difficile de prédire l'issue de ces interactions entre ces différents facteurs. On comprend que le problème est très complexe. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. C'est pour ça qu'on l'abordera dans la deuxième partie de cet épisode. Dans la deuxième partie de cet épisode, on reparlera de la Covid-19, mais aussi d'autres maladies zoonotiques, capables de passer des animaux aux humains. On tentera de comprendre, à travers ces exemples, comment ce passage est possible, et surtout pourquoi il est de plus en plus fréquent ces dernières décennies. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook pour ne pas rater la suite de notre série. Si vous souhaitez en savoir plus, des liens sont disponibles dans la section description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter et dites-le nous en commentaire. Pensez aussi à le partager, ça nous aiderait beaucoup à nous faire connaître. L'émission d'aujourd'hui vous a été présentée par Caroline Villeneuve et Léa Delesalle. Réalisation Léa Delesalle, Valérie Ongo, Hélène Lardet et Caroline Villeneuve. Musique de Cosmos Sheldrake. Un grand merci à nos experts de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour cet épisode. Cécile Annie Seslin, vétérinaire et professeure d'épidémiologie, et Carl Gagnon, vétérinaire et professeur de virologie. Retrouvez-nous bientôt et d'ici là, restez infusés.